Merci beaucoup. Je suis un petit peu en retard, donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie de partager votre repas avec moi, d'ailleurs, c'est très sympathique. Donc, vous avez vu le titre. Donc, je vous présente ici un poids classique de l'époque hellénistique, classique dans sa forme, d'un poids hellénistique du Levant, pour vous donner une idée globale de ce que vous allez voir, parce que bon, toutes les inscriptions n'ont pas été écrites, sauf que là, elles l'étaient. Ça va, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, parce que j'ai rajouté des choses sur l'écran. Donc, en général, ils sont carrés, parfois circulaires, et en général, ils sont très bavards. Dans ce cas-là, vous avez une date qui commence ici, introduite par un symbole en forme de L. Je ne détaille pas toutes ces choses-là. Vous pourrez trouver ça sans problème si vous voulez approfondir. Ensuite, le titre d'agoranome, qui normalement figure, et ensuite le nom de l'agoranome. Donc ici, c'est circulaire, mais ça peut être, comme vous allez le voir, en plusieurs lignes. Et parfois un symbole qui est probablement plus choisi par l'agoranome que représentatif de la cité. En fait, à part la Phénicie, on n'a pas de symbole spécifique des cités. D'autre part, la dénomination par rapport à l'étalon apparaît, on verra des exemples. En fait, vous verrez des exemples de tout ce qui peut exister, mais il n'est pas constant, ce qui montre bien que les gens savaient de quoi on parlait. Donc vous voyez donc ce que je viens de vous dire. Et puis en dessous, vous avez la traduction et une des recherches que nous avons à faire, c'est d'essayer de savoir selon quelle ère la datation que la datation suit. Et généralement, c'est l'ère séleucide, puisque, en fait, chose assez curieuse, nous n'avons aucun poids de l'ère ptolémaïque, de l'époque ptolémaïque. Bon, la région du Levant, et je dirais du Levant sud, qui est Israël, la côte d'Israël aujourd'hui, et la Phénicie, donc le Liban d'aujourd'hui, ont d'abord été sous l'administration des Ptolémées. C'était facile à retenir, de 300 à 200, et à partir de 200 sous celle des Séleucides, jusqu'à à peu près 150, disons 135 très précisément. Après la révolte des Maccabées, toute la Judée et en fait une bonne partie de ce qui est Israël aujourd'hui, plus le Golan, plus etc., ont été conquis par les Asmonéens, donc les leaders de Judée. Alors, pour vous donner une idée de ce que l'on peut trouver, vous avez les principales villes de la région et j'ai inclus aussi la Syrie, mais nous aurons très peu d'exemples sur la Syrie elle-même. Et donc vous voyez la variété des décors et des inscriptions qu'il peut y avoir selon les villes. Alors, premier exemple, des objets qui étaient représentatifs des objets qui étaient dans les musées, donc de toute façon pillés. Nous sommes à Beyrouth, dans le musée de Beyrouth. En 1982, il y a eu une guerre entre Israël et le Liban. Et comme par hasard, l'année suivante, dans une vente aux enchères, se trouve ce poids. Or, ce poids était connu parce qu'il avait été publié dans le volume 46-49 de la publication d'Henri Seri, qui est un grand spécialiste des timbres, des poids, pardon. Et comme vous voyez, il s'agit absolument du même objet. Il faut le dire que dans les moments de guerre, ça a été le cas aussi en 48.
pour la région qui nous occupe, des objets disparaissaient des musées et pouvaient éventuellement se retrouver sur le marché des antiquités. Donc, première chose qui peut arriver, et quand on est chanceux, on peut reconnaître l'objet. Malheureusement, il a été vendu à une collection privée, autant que je sache. Alors, ici, le rapport entre objets pillés, je suis désolé, je pars du principe que tout objet de collection privée ou du marché des antiquités est le résultat d'un pillage. Je pense que c'est le cas pour 90%, si c'est pas plus, des objets qui se retrouvent sur le marché des antiquités. En tout cas, dans notre région, il y a énormément de pillages et falsifications. C'est pour ça que j'ai des exemples de tous les différents cas. Alors là, j'illustre le rapport entre les objets trouvés en fouille et les objets trouvés sur le marché des antiquités. Ainsi, la belle table de mesure de liquide qui s'appelle un Secoma, que j'ai moi-même heureusement trouvé lors d'une fouille, en place, dans une boutique qui distribuait certainement des liquides et peut-être même des parfums ou des objets apparentés. Je ne précise pas plus. Et en bas, vous avez un poids qui faisait partie d'une collection et qui a été aussi vendu. Et notre chance, c'est que l'inscription qui se trouve sur la table, juste au-dessus des têtes de lion, et l'inscription qui est autour de ce poids est exactement la même. Comme vous voyez, nous n'avons pas trouvé le morceau qui manque au milieu de la table, et donc ça veut dire qu'il manque un nom. Eh bien, on a pu compléter donc l'inscription grâce au poids. Alors ensuite, pillage et collections privées qui sont éventuellement données à des musées, ce qui est l'exemple parfait. Alors, dans cette collection qui a été donnée au musée d'Israël, on a trouvé un objet, donc évidemment pillé, et tous ceux que vous voyez là, hormis celui qui est en bas à droite, ont tous été trouvés en fouille plus ou moins bien faite. Le premier dessiné a été trouvé en 1898 et ça a été un désastre pour le site en question. Si vous remarquez le nom de Marécha, qui est un site fabuleux, revient très souvent. Il s'agit d'un site hellénistique très très important qui heureusement n'a pas été reconstruit après 108 date de son abandon. Et on y trouve absolument tout. Enfin, vous avez déjà vu la table de mesure dans une boutique. Là, la dernière série de poids, juste au moment de la conquête, encore une fois par les Asmonéens, eh bien, ils ont tous été trouvés donc en fouille, sauf celui-ci. Donc, on peut faire le lien. Et ce qui est important pour les dénominations. Et je vous dis aussi que là, nous n'avons que des fractions de la mine. Mais juste avant que je vienne, un collectionneur qui se promenait dans les années 60 sur le site a trouvé 2 poids. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons la mine, c'est-à-dire un poids de cette taille-là, avec l'inscription très lisible, parce que nous avons un problème sur l'exactitude de la date. Et voilà, il s'est réveillé. Enfin, c'est mieux que rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se souvient où il l'a trouvé. Donc, vous voyez, tout ça assez complexe. À la fin, donc, avec la dernière diapo, je vous dirai quelques mots sur l'incidence sur la recherche de tous ces phénomènes. Ah, alors là, je ne comprends pas. Je pensais l'avoir traduit, mais peu importe. En fait, il s'agit d'une amélioration d'une conférence que j'avais fait dans le cadre d'une conférence de muséologie. Donc ici, une falsification pour recherche expérimentale. Ce poids a été trouvé en fouille.
Et ce moule de poids a été trouvé en fouille. Comme vous voyez, il est magnifique. Et donc, pour évaluer et voir aussi le positif pour évaluer éventuellement l'étalon, un poids de plomb a été fait donc par les archéologues. Évidemment, ils ne l'ont pas publié, ils ont juste publié un dessin pour que les choses soient claires et que personne ne pense qu'il s'agit de ce qu'ils ont fait était un véritable poids. Et ils ont bien fait, puisque la valeur de ce poids, qui était de 650 grammes, nous a permis non seulement de le rattacher à un étalon représentant 2 livres romaines et 150 drachmes attiques, mais il a permis aussi de déterminer la date, puisque l'étalon en question a été décidé par Athènes, sûrement autour de 106 au plus tôt, avant l'ère chrétienne. On verra d'ailleurs que sur le dessin, ils ont oublié de mettre cette partie qui était moulée aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Et voilà, donc un cas où, à partir d'un faux, entre guillemets, moderne, on peut déterminer toute l'histoire, en fait, de ce poids et sa place dans la chronologie. Alors ici, nous avons un cas qui est très fameux pour nous tous. C'est ce magnifique poids qui a été attribué à Séleucie, et je dois vous dire que j'ai repris la recherche exprès pour vous, et en fait je suis d'accord avec l'identification. Et autre élément, c'est que je pense que celui-ci est non seulement authentique, et c'est peut-être même le seul authentique, mais qu'il représente bien l'étalon. Il est selon l'étalon que j'ai calculé. Encore une fois, je ne peux pas détailler ici. Et pourquoi est-il fameux? Parce qu'il... l'évaluation de l'étalon a permis aussi de confirmer la date, qui est en fait l'an 4. Alors, quand on a des années assez courtes comme ça... il peut y avoir plusieurs possibilités, et généralement assez certaines. Et quand je vous disais qu'il était fameux, tout simplement parce que nous avons des tas de copies, et à mon avis, la majorité, si ce n'est pas toutes, tous les autres objets ressemblants sont probablement des copies. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, je vous montre ceux qui étaient illustrés, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas été. Les poids sont absolument différents et même délirants, parce que celui d'avant est autour de 600 grammes, et là, on va de 668 à 885. Vous voyez donc que... ce qui est certain, c'est que les falsificateurs, il y a un autre aspect aussi qui va dans ce sens, dans le sens d'un surmoulage, c'est que vous voyez, les lettres sont assez fines ici, alors que sur la plupart des autres, mais pas tous, parce qu'il y en a au moins un ici, et oui, les lettres sont un peu plus épaisses. Et en général, il y a d'autres détails, mais en général, c'est un signe de surmoulage. Le problème ici est que nous avons quand même certains poids qui ont des lettres assez fines. Donc ça, c'est réellement je dirais pas un gros problème, puisque, encore une fois, nous avons des moyens, et c'est pour ça que dans le titre, il y avait expertise, de corriger un peu de résoudre, en tout cas de suggérer fortement retrouver les paramètres donc d'un objet de ce type qui a été falsifié. Alors ici, nous avons encore une fois la relation, alors cette fois-ci encore un objet du marché des antiquités, et il s'agit de ce poids de pierre.
qui est tout à fait typique des poids que l'on a trouvé, que l'on utilisait à Jérusalem entre le règne du roi Hérode et jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, donc de 40 avant l'ère chrétienne jusqu'à 70 de l'ère chrétienne, donc destruction du temple de Jérusalem, avec des conséquences aussi pour la cité et les traditions juives, puisqu'il n'y avait plus de temple, donc plus de culte. Et en fait, c'est ce qui a permis d'avoir une religion qui n'était plus fondée sur le sacrifice, mais enfin, il n'était pas fondé que sur le sacrifice, mais surtout sur l'étude des textes. Et à cette époque, on considérait, ce qui est un peu amusant pour nous, que pour des raisons de pureté, il était préférable d'utiliser le calcaire de la région de Jérusalem pour toutes sortes d'usages. Donc les poids ici, mais aussi toutes sortes d'ustensiles liés à la nourriture, parce que, encore une fois, on pensait que les contacts, notamment de liquide, avec cette pierre ou des liquides qui étaient dans les objets de pierre, ne risquait pas d'être pollué, vu la porosité. Il faut dire qu'on a quand même un calcaire qui est très très dur, et donc bon, notamment on faisait des ossuaires, puisque le rite était c'est en fait le rite qui était prévu pour Jésus, c'est que l'on mettait les corps dans des tombes creusées dans le rocher, sur le sol, et en un an, avec le climat de Jérusalem très chaud et très humide, en hiver et très chaud l'été, on est au bord du désert, le corps était entièrement décharné, et ensuite on ramassait les ossements que l'on mettait dans un ossuaire et qu'on laissait dans la tombe, et donc ces ossuaires aussi étaient faits en pierre. Donc cet objet a été le premier connu, il a été publié avec l'inscription que vous avez en bas, qui était avec des points d'interrogation aussi, et qui est daté soit de la 32e année du règne du roi Hérode, ou à cause d'un détail que je vous passe, peut-être la 30e année, deuxième semestre, mais bon, on est quand même assez proche. Mais ce qui est important, c'est surtout la titulature d'Hérode, qui n'est connue que par ce poids et celui que vous avez en dessous, dont je vais vous parler tout de suite. Donc, comme le poids de pierre était très abrégé, la suggestion de Evergette pour le titre d'Hérode était tout à fait justifiée, puisqu'il a donné à beaucoup de cités de Méditerranée des monuments et d'autres, enfin généralement des monuments. Mais dans une fouille qui a été faite à Ashdod, qui est un port de la Méditerranée au sud de Tel Aviv, qui est aussi un tel ancien, ce poids a été trouvé. Alors il avait d'abord été publié de façon très incertaine, et à Lachstein, qui était une spécialiste des poids, a relu celui-ci, et voilà à quoi elle est arrivée. Et comme il n'y a pas d'abréviation, sauf à la fin, faute de place, en fait, on voit que c'est une autre qualité d'Hérode, qui est d'être pieux. Le problème, c'est que, comme vous voyez, ce poids est en plomb, ce qui était interdit à Jérusalem. Et l'on sait que Hérode, quand il était en Judée même, était très pieux du point de vue juif, mais qu'à l'extérieur, dans ses possessions, qui étaient habitées aussi par des païens, il continuait à utiliser la tradition de l'époque hellénistique des poids de plomb. Donc pieux peut-être, mais c'était un peu ambigu, puisque les autres dieux étaient encore révérés par ceux qui n'étaient pas juifs. Donc, pour notre sujet,
l'intérêt, entre un objet de fouille et un objet acheté, d'abord prouver son authenticité, ce qui est très important, et même de préciser les informations. Alors, à partir de ce poids, j'ai eu la surprise, enfin j'ai une amie, Catherine Saliou, qui travaille sur du matériel trouvé dans les fouilles de Gaza, qui sont faites par l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui est un monastère dominicain, une institution qui a été créée en 1890 et qui a été reconnue comme institut de recherche par l'État français en 1920. Donc il y a, elle publie surtout des éléments épigraphiques et voilà ce qu'on lui a donné à étudier. Et elle n'avait aucune idée de l'existence de ce poids, donc elle m'a demandé ce que j'en pensais. Et donc évidemment, j'ai tout de suite reconnu l'inscription qui est là, assez bien copiée d'ailleurs, je dois dire, mais qui ne se superpose pas à l'objet original, et qui en plus, tous les faux sont d'une part en métal, avec évidemment des masses qu'on ne peut pas vraiment utiliser, et de plus, l'écriture est rétrograde. Donc, comment est-ce arrivé là? Ah oui, autre évidemment curiosité, c'est qu'ils en ont même fait un rectangulaire. J'imagine que pour l'antiquaire qui devait les vendre, il devait s'adapter au goût donc des clients sans trop de soucis de falsifier totalement cet objet. Donc là, ça fait partie d'une série de faux qui sont généralement reconnaissables, comme par exemple quelqu'un qui fait un faux en phénicien et qui ne connaît pas le phénicien et qui utilise une monnaie donc avec une légende tout autour de la monnaie et qui ensuite l'écrit en plusieurs lignes et tout de suite on voit que ce ne sont pas des mots et on peut même restituer après la légende. Donc voilà des choses qui peuvent arriver évidemment aussi dans des collections prestigieuses. Quoique, on peut voir aujourd'hui que ceux que je connais qui collectionnent des poids et aussi des monnaies, bien entendu, sont quand même très très érudits, au point qu'ils peuvent participer à des catalogues assez importants. Et donc, je suppose qu'aujourd'hui, ils ne tombent pas trop dans ce piège. Mais dans les anciennes collections, et même au musée du Louvre, il y a un faux absolument extraordinaire qui était une tiare totalement en or, qui, excusez-moi, je ne me souviens plus à quel roi le faussaire l'avait attribué. Il y a dans les musées des faux, et qu'aujourd'hui on trouve grossier, mais à l'époque on n'avait pas toujours les moyens de le voir. Alors ici, on a un phénomène qui a inspiré le titre que j'ai proposé pour cette présentation, c'est trop beau pour être vrai. Alors, j'avais prévu un peu d'aérer ça, mais je vous explique. Les poids qui sont au centre, donc, voyez cette image en 3 colonnes. Donc, une ici, une là, et ce que vous avez au milieu. Donc, tout cela a été vendu dans une vente aux enchères avec, en fait, toutes les dénominations. Donc, évidemment, dans un état absolument fabuleux. Et à part ça, dans certains musées, certaines collections privées, ou dans ce cas-là, un musée dont je n'aurai pas le nom, volontairement, il y a aussi des poids de la même série. Alors, vous les voyez sur le côté, vous voyez, ce n'est pas qu'une question de photo, mais enfin, on voit bien que ce sont des objets antiques.
Et un élément... d'autre part, dans cette série, l'erreur de l'étalon sur lequel cette série est fondée est constante. On en est toujours autour de 3 grammes 51, 3 grammes 53 maximum, qui ne peut être que la drachme phénicienne de 3 grammes 6. Et donc, on a pu rattacher ces poids à cet étalon. Et les masses que l'on trouve peuvent se rattacher aussi à d'autres étalons. Il faut savoir que depuis la très haute Antiquité, on a essayé, donc Mésopotamie, Égypte, on a essayé d'harmoniser les étalons des différentes civilisations en créant des poids qui pouvaient se rattacher à 1, 2 ou même 3 étalons. Et ça devait être le cas ici, puisque nous avons 2 progressions de fractions. Vous avez 72, 36 et 18, et puis vous avez 44 et 22, qui donc peuvent être interprétés de 2 façons, soit une série qui se rattache à 2 mines différentes, soit éventuellement une plus grande division des fractions pour pouvoir plus aisément peser. Moi, je serais plutôt en faveur de la première solution, étant donné que c'est une région de passage où il y a énormément de marchands qui venaient d'abord à cause du littoral, bien entendu, puisque beaucoup de marchandises venaient soit de la Méditerranée dans son ensemble, soit, bien sûr, les produits qui venaient du Proche, Moyen et Extrême-Orient pour certains produits, donc attiraient beaucoup de marchands. Et donc, il fallait faciliter pour les gens venant d'un peu partout la compréhension des mesures qui étaient utilisées localement. Et alors, cette série magnifique m'a interpellé à cause de ce poids. Vous voyez, ici, vous avez celui de la série qui a été vendue, et ceci se trouve dans le musée. Or, cette fente ne peut absolument pas être due au moule, étant donné qu'elle traverse l'objet, comme vous voyez ici. Là, c'est donc l'avers, et là, le revers. Et dans ce cas, un surmoulage est fort probable. D'autre part, si vous voyez la finesse, et dans ce cas-là, les choses sont beaucoup plus claires, la finesse des lettres sur les objets de musée ou de collection par rapport à l'épaisseur de toutes les lettres des poids de cette série qui serait en faveur d'un surmoulage. Ce qui serait aussi le cas pour le revers, puisque il y avait des informations sur le revers également, soit la dénomination du poids, soit des palmes, la palme étant un des éléments qu'on trouve très souvent sur des poids. Alors, la question est que jusqu'à présent, je ou nous ne connaissons que certaines dénominations dans les musées et les collections. Donc, comme cette série a des dénominations qui ne sont pas représentées dans les musées, la question reste encore ouverte, bien entendu, pour essayer de comprendre comment cette série a été faite. Donc, elle a été vendue. Il y a un collectionneur qui possède ça chez lui maintenant. Et je voulais vous dire autre chose, mais je l'ai oublié, donc ça va me permettre d'avancer. Voilà. Alors voilà la dernière diapositive. Alors encore un objet qui a été vendu, alors qui a été vu par un collègue à moi,
Et le catalogue est assez amusant parce que, vous voyez, vous avez toutes sortes de symboles que je vais vous décrire. Et en fait, l'expert, ou en tout cas celui qui a rédigé le catalogue, voyait du latin, du grec et des symboles kabbalistiques. Enfin, c'était assez amusant. Or, nous revenons à l'expertise. Quand on voit un poids comme celui-ci, on voit du grec, ici, et là, je vous détaillerai avec la transcription. Deux datations, une datation en grec et une datation en phénicien, et puis un symbole tout à fait typique de la ville de Tyr, puisque en fait c'est le dieu de la cité Melkart, le roi de la ville, enfin c'était la traduction, a été assimilé à Héraclès à partir du moment où il y a eu une forte influence des Grecs à l'époque hellénistique, et donc ce symbole qui était reconnaissable par tous était utilisé, même si le Melkart d'origine n'avait pas nécessairement autant de choses en commun avec la divinité dont on a décidé que Melkart devait être, à laquelle on a décidé que Melkart devait être assimilé. Alors, ce que nous avons ici, la date en grec qui correspond à 144, et puis ici la date en phénicien. Alors, le phénicien avait des symboles assez simples pour les nombres, les chiffres et les nombres. Donc ici, vous avez un symbole qui ressemble à un delta, mais souvent ouvert. Et puis, pour un, c'était simplement des bâtons, comme en latin. Malheureusement, la chose n'est pas très lisible, mais parce qu'on aurait soit 106, soit 107. Mais l'intérêt, c'est que finalement, on arrive, alors avec l'ère des Séleucides, qui est la plus courante, on arrive à 169 de l'ère chrétienne, et on arrive à la même chose, puisque en fait les calendriers n'étaient pas se superposaient, enfin se chevauchaient en partie, et donc on a un phénomène tout à fait connu de double datation sur les poids, encore une fois pour permettre aux gens qui examinaient les poids et qui les voyaient utiliser, de savoir s'ils étaient récents ou non, puisque les poids étaient normalement de ce que l'on comprend, mais la chose n'est pas si claire, puisque nous arrivons à trouver des poids quand même de beaucoup d'années, devaient être détruits pour en faire de nouveaux. La question est de savoir est-ce que c'était quand il était trop usé ou pour des raisons administratives de correction. Et dernier point, ici, vous avez deux symboles que l'on sait être rattachés à la dénomination, c'est-à-dire un alpha qui est en général mis pour l'étalon principal qui est la mine, donc le plus gros, la plus grosse masse existante, mais à côté, nous avons ce symbole qui est un symbole pour demi. Alors, je ne vous détaillerai pas ça non plus, mais j'ai publié ce que je pouvais dire. Donc, ce poids fait 750 grammes, qui correspondrait à un étalon ou une fraction d'étalon, parce qu'elle existe aussi en double, sans qu'on sache laquelle est l'étalon. Et de 752 grammes. Et bon, alors je travaille encore là-dessus parce que je ne suis pas encore convaincu de la solution véritable de la compréhension. Est-ce qu'on a 1,5 ? Est-ce qu'on a un demi de l'étalon ? Parce que dans les deux cas, on tombe sur des choses acceptables. Et je ne connais pas de cas où on a les deux symboles associés. En général, vous avez soit A pour une mine, quand elle est précisée, parce que, comme
je vous l'ai dit au début, on ne donne pas toujours la dénomination, et soit le symbole seul pour un demi, ce que l'on peut vérifier évidemment quand on examine la masse. Autre solution qui me vient pendant que je vous parle, c'est que dans un cas, ça serait un étalon, et dans l'autre cas, ça serait un demi-étalon, selon différentes acceptations d'une même masse, mais qui serait interprétée dans un cas comme étant l'étalon, et dans un autre cas la moitié de l'étalon. Voilà, donc vous voyez tous les cas de figure que nous pouvons avoir. Et du point de vue, alors évidemment, du travail que nous faisons, se posent évidemment des problèmes éthiques. En tout cas, je ne pense pas que ce soit des problèmes, mais c'est une chose soulevée notamment par des collègues. Peut-on publier et travailler sur des objets dont l'origine n'est pas connue, précise? Alors vous avez vu que, notamment comme cet objet, on arrive à identifier des objets comme étant authentiques, mais dans certains cas, on peut avoir des doutes. Mais jusqu'à présent, à part des falsifications fondées sur des objets réels, comme ce que nous avons vu juste avant, on pourrait se trouver en présence de poids qu'on ne saurait pas reconnaître, selon évidemment les régions sur lesquelles on travaille. Moi, je travaille surtout sur le Levant. Et il faut savoir qu'évidemment des poids de ce genre, vous en avez en Attique, vous en avez en Asie mineure. Enfin, d'ailleurs, tous ceux que je viens de vous présenter sont influencés dans leur aspect physique par la civilisation grecque. Et dans certains cas, et là je vous ai montré des poids, mais nous avons des sceaux aussi. Et j'ai publié des sceaux parce que je pensais qu'ils pouvaient apporter quelque chose, mais j'étais obligé de préciser qu'ils n'étaient peut-être pas authentiques. Ce qui évidemment, enfin ce n'est pas encore publié, mais ça va sortir, c'est sous presse, et donc on verra les réactions des collègues. Mais moi, je me suis protégé en disant que ces objets qui ont été trouvés sur le marché des antiquités pouvaient être des faux. Mais si ce sont des faux, ils sont très bien faits. Voilà, je vous remercie.